Vous êtes sur Canal et surtout vous êtes sous la lumière, générique. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce tout nouveau numéro de Sous la lumière consacré à une femme, mais pas n'importe laquelle, une femme médecin qui a décidé il y a quelques années de se spécialiser dans le domaine de l'assistance à la procréation médicale qui permet aux personnes en difficulté d'avoir un enfant. Plus qu'un métier, un sacerdoce pour cette femme qui est également une maman et qui s'est muée en une chef d'entreprise, une visionnaire qui nous retrouve aujourd'hui sous la lumière. Docteur Myriam Kadiomorokro, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver sous la lumière et de nous accueillir ici, au sein de la clinique Procréa, 6 en Abidjan. C'est une première et vous êtes une pionnière parce que nous n'avons jamais reçu dans cette émission des personnes du corps médical. Et lorsque l'on parle d'être une pionnière dans ce domaine, qui est quand même aussi un domaine de pointe, qui est celui de l'aide à la procréation médicale, est-ce que vous vous êtes senti investi d'une certaine façon d'une mission, surtout en terre africaine? Non, je ne l'avais pas. Merci en tout cas, Robert, de m'accueillir et de m'avoir invité. Et non, je ne l'avais pas perçu comme ça au départ. Je ne l'avais pas perçu. Pour moi, je venais exercer mon métier de médecin et ma spécialité que j'avais choisie. Je ne savais pas que j'étais pionnière et je ne m'étais pas imaginée comme ça. Et pourtant, c'est le cas quelque part, parce que lorsque l'on parle de ce domaine, qui est celui de la procréation médicale, il y a quand même toujours les sujets de société, on va revenir dessus, il y a quelque chose de quasiment lointain dans l'imaginaire collectif. Si on va dans une clinique, si on va dans un hôpital, c'est pour se soigner, soigner les bobos. L'idée que l'on puisse aider à la conception d'un enfant est très lointaine, que ce soit dans d'autres contrées du monde, en Afrique également. Est-ce que ça a été un défi pour vous au moment où vous avez décidé de poser vos valises en terre africaine? Oui, c'était un défi. Ça a été un défi parce que, justement, la problématique d'un projet parental en Afrique est encore plus grand qu'en Europe, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Et c'était un défi de pouvoir démarrer une spécialité aussi pointue en terre africaine et en Côte d'Ivoire. Et il faut savoir aujourd'hui que, et depuis tout le temps, qu'un couple sur 7 en consultation de gynéco consulte pour un projet parental. Et on n'arrivait pas toujours à répondre à leurs préoccupations. Et je n'avais pas cette prétention de pouvoir le régler, mais apporter en tout cas ma pierre à l'édifice. Alors au départ, dans le métier de médecin, il y a des spécialisations. Pourquoi avoir choisi justement ce domaine qui est quelque part un domaine particulier et qui vous a donné, entre guillemets, cette notoriété? Alors, j'ai toujours su que je devais être médecin parce que je pense que ça devait être écrit depuis le ventre de ma mère. Je pense que c'était écrit que je devais être médecin. Et lorsque je faisais mes spécialités, je n'aimais pas, je me suis rapprochée de la gynéco et de la pédiatrie, mais je n'aimais pas cette partie clinique, toucher les malades, etc. J'aimais bien tout ce qui se passait autour de ces deux problématiques, de ces deux spécialités, mais je n'aimais pas la partie clinique. Et j'ai un de mes amis qui m'a proposé de me mettre en avant de la partie clinique et de rester dans les sciences fondamentales. Et la première spécialité, c'était la biologie de la reproduction. Et là, j'étais au début au début du démarrage de grossesse, et ça m'a plu. Alors c'est quand même paradoxal pour beaucoup, même pour moi, de se dire un médecin qui n'est pas pour la partie clinique, parce que pour nous, c'est d'abord soigner, sauver, enfin il y a ce serment d'ailleurs que vous faites d'Hippocrate, qui est d'abord de soigner les bobos visibles, on va le dire. Mais pour vous, c'était plutôt la partie laborantine, curiosité, on peut le dire comme ça? J'ai toujours aimé les sciences fondamentales en médecine. Et donc finalement, je me retrouvais plus dans le domaine du laboratoire. Et la biologie de la reproduction, c'est une passion. C'était ce qui m'excitait plus que tout, c'était de voir un embryon, de le développer à l'intérieur, de le transférer chez une patiente
et de voir à la fin la naissance. Alors là, ça, je trouve que c'est l'essence de la vie. On peut le dire comme ça. Oui. Et je pense que c'était ce qui me passionnait le plus et ce qui me passionne encore toujours. Et c'est ce couple qui vient consulter et qui se retrouve 9 mois après avec un bébé. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus formidable. Il y a quelque chose d'étonnant, il y a quelque chose presque de magique, même pour le dire comme ça. Et lorsqu'on est passé dans les différents services de la clinique sur lesquels on va revenir en détail, il y avait cet émerveillement aussi et ce calme, et surtout une dimension qui était particulière pour une clinique. Lorsque l'on entre d'ailleurs au sein de la clinique Procréa, et les téléspectatrices et téléspectateurs le voient à l'image, on est dans un cadre qui est très loin de ces hôpitaux classiques. C'est-à-dire, je n'ai pas vu la peinture bleue qui nous faisait peur et qui fait toujours peur, les murs jaunes et le plancher froid. Pourquoi avoir choisi justement de l'agencer de cette façon ? Bon, je pense que c'était le choix de l'architecte, mais j'étais tout à fait confortable avec ce choix parce que je voulais quelque chose d'apaisant. Le projet parental est un projet difficile parce que c'est des couples qui ont des expériences 10 ans, 20 ans parfois. Ils ont besoin de calme pour pouvoir régler ce problème parce qu'à la fin de la journée, ça peut être un chemin de croix et des couleurs apaisantes. Et je le voulais aussi, selon ma personnalité, quelque chose d'assez in, on va dire, et puis comme un hôtel médical. Voilà, parce qu'il y a une dimension arty aussi, oui, chez le docteur Myriam Kadio-Morokro. Et lorsque vous décidez d'ailleurs de revenir, on va le dire, en Côte d'Ivoire, cette année 2005 est assez charnière, il y a presque comme une prestation de serment, et j'ai noté cette phrase, il n'y a pas de raison pour que des techniques aussi essentielles en matière d'assistance médicale à la procréation ne soient pas accessibles en Afrique. C'est un propos qui sonne presque aussi comme un manifeste, pour ne pas dire une révolte. Bon, c'était un peu révoltant parce que il faut prendre un billet d'avion. D'abord, il y a l'accessibilité au visa. À l'époque, c'était serré. On n'a pas toujours le visa. Et puis, il faut aller en France. En France, c'est pratiquement des numéros. Il y a tellement de couples à prendre en charge. Et on n'est pas dans son environnement naturel. Et oui, c'est tellement simple que je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas le faire en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste travailler et puis mettre en place les différents processus. Mais il y a quand même une chose, c'est que pour vous, exercer en Afrique et revenir sur le sol natal, on va dire, a toujours été une évidence, et pas simplement pour des considérations professionnelles. Vous le dites entre deux mots, au moment où on préparait cette émission, pour moi, c'est cet environnement qui est le mien, et il fallait que j'y sois. Alors que pourtant, étant passé dans des sphères et des instituts comme Pierre et Marie Curie, en ayant travaillé à l'hôpital Tenon, il y a des fois cet appel d'air pour ceux qui ont un cursus et qui peuvent s'établir là-bas, sur le plan financier et autres. Tout ça ne vous a pas séduit, ne vous a pas détourné de cet objectif du retour? Non, non. J'ai jamais... peut-être... J'ai fait médecine en Côte d'Ivoire, j'ai eu mon doctorat en Côte d'Ivoire. Pour moi, la France, c'était pour faire mes études postdoctorales et je devais rentrer. J'avais même pas ça en projet de rester sur place. Oui. Et même, quand bien même j'avais choisi cette biologie de la reproduction qui n'existait pas en Côte d'Ivoire, il n'y avait aucun centre. On s'essayait un peu, certains centres s'essayaient un peu, mais je n'avais pas l'intention de rester en France. Ça, c'était très clair et net. Mon environnement, je l'adore, je n'ai pas envie d'aller ailleurs et j'étais bien chez moi. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté évidemment en disant le docteur Myriam Kadio-Morokro, mais il y a d'abord la femme, la maman, une maman qui aide d'autres couples et d'autres mamans, en l'occurrence, à avoir des enfants. Est-ce que pour vous, cela sonne comme une mission au fur et à mesure du temps? Est-ce que pour vous, c'est une démarche d'accompagnement parce qu'il y a une proximité qui est plus forte peut-être que dans d'autres domaines? Je me suis dit que j'aurais pu avoir également des difficultés à faire des enfants. Donc, je trouvais normal d'aider d'autres femmes à avoir des enfants et je me mettais dans la peau de ces femmes-là en ayant des difficultés. Je me disais aussi que cette proximité pouvait jouer aussi sur ce désir d'enfant et expliquer mieux à une patiente qui mieux qu'une femme qui comprend cette problématique de
d'avoir un enfant absolument dans un couple, et même pour soi-même. Mais avant d'être la promotrice de la clinique Procréa, au sein de laquelle nous sommes, il y a d'abord une femme qui a une histoire. Vous êtes l'une des membres de la famille Cadio-Morocco, dont le patriarche, Mathieu Cadio-Morocco, est une éminente personnalité très connue, fondateur du groupe Pétro-Ivoire. On l'a qualifié également aussi de mania. C'est un personnage au destin incroyable dont l'histoire a été racontée au sein d'un ouvrage qui s'appelle Jusqu'au bout du rêve, signé de mes aînés confrères Zio Moussa et Agnès Crédit. Et vous le dites, pour vos frères et sœurs, il a fixé une ligne en disant à vous de vous bâtir vous-même. Et c'est une chose qui fait encore écho d'ailleurs pour vous, même au niveau de vos enfants. Oui, oui, oui. Alors, c'est notre modèle, hein, papa, c'est notre modèle, mais il nous a fixé une ligne de conduite, mais très claire. Vous vous réalisez par vous-même, je peux vous aider si je peux, mais vous vous réalisez par vous-même. Et donc, il nous a appris cette culture de l'effort et ce culte de l'humilité. Et ce n'est qu'au bout de l'effort qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut. Et donc, on a toujours fonctionné comme ça. Filles, garçons, ma sœur, mes frères, on a le même moule et on travaille beaucoup. Une fratrie qui s'affirme, d'ailleurs vous le dites, qui travaille beaucoup. On a parlé, vous avez évoqué d'ailleurs votre sœur, que ce soit Aïcha Maud, qui elle est DRH au sein du groupe. On a parlé d'ailleurs de Sébastien, qui lui en tient les rênes. Willy, comme vous le dites, lui aussi n'en fait qu'à sa tête et est assez brillant, Guy également. Un tel environnement, lorsque l'on grandit, est-ce que ça pousse quelque part à une sorte de concurrence entre fratries? Est-ce que vous vous regardez, pourtant en évoluant dans des domaines différents, en disant, bon ben tiens, moi, il faut également que je m'affirme, surtout vous qui êtes l'aîné? Oh non, on ne l'a pas vu comme ça, parce que moi, je suis la seule qui ait fait un cursus médical, donc un cursus professionnel, et les autres sont rentrés dans la finance, Aïcha a fait de l'audit, Guy est dans le cacao, on a des cursus complètement différents, mais Sébastien est par exemple mon PCA. Le PCA, il m'accompagne beaucoup. Pour des questions RH, Aïcha m'accompagne beaucoup. Donc en fait, on est interconnectés dans notre monde et ça marche assez bien. Donc on n'a aucune espèce de concurrence entre nous, non. Et cette dimension humaine, vous la tenez également d'une femme, aux côtés d'un grand homme et une grande dame, Renée Marie-Thérèse, votre maman, qui est présente. Ce dialogue justement de femme à femme, d'une génération à l'autre, notamment en ce qui concerne la procréation médicale, ces techniques justement, est-ce que ça a été l'objet, est-ce que c'est l'objet parfois de discussions ou alors d'explications, on ne va pas dire un cours magistral, mais comment est-ce que ça se passe d'ailleurs entre elle, vous et peut-être les femmes d'une autre génération? Alors, maman, elle nous a vraiment portés. Quand elle n'est pas là, c'est comme si elle était là. Donc, on la cherche un peu partout, mais c'est vraiment une femme qui nous a accompagnés, qui nous a portés à bout de bras. Quand papa aussi avait ses activités, elle nous a portés à bout de bras. Et c'est avec elle également, je pense que j'ai dû affirmer ma volonté d'aider des couples et des parents, parce que je lui ai posé une question, mais comment ça se fait qu'entre Willy et Sébastien, il y a 10 ans, comme ça, j'étais médecin, elle me dit, oh, parce qu'à un moment donné, on a vu tel médecin, on avait quelques difficultés. Déjà avant, ça existait. Et puis donc, et c'est parti comme ça. Alors donc, ça m'a affirmé ma volonté de pouvoir aider ces femmes. À l'époque, c'était dans les années 70, 80, on ne connaissait pas trop. Et donc, c'est ça qui m'a... Donc, en discutant avec elle aussi, discutant avec mes tantes, on est rentré dans cet environnement et je me suis dit, ah non, là, c'est ma voix, c'est ma voix, c'est ma voix. Une femme qui est également une maman qui a vu d'ailleurs Myriam grandir. Myriam qui, au niveau de l'école, alors avait des résultats qui lui permettaient de passer en classe supérieure ou autre, mais qui n'était pas, on va dire, une forcenée, voilà, des bancs, à tel point que certains vont être surpris en se disant, mais elle est devenue médecin, c'est-à-dire qu'il y avait chez vous l'idée de l'école comme un outil, où il fallait, c'est vrai, faire ses preuves, mais pas du tout vers les sommets de l'excellence. Pour vous, l'école a été un moyen de vous épanouir et d'obtenir des connaissances, mais d'ores et déjà, il n'y avait pas chez vous l'idée d'une école qui vous happe et qui est voilà, tout à fait
à un moment donné, oppressante. Bon, je pense que j'étais pas j'étais une élève moyenne. Alors là, très moyenne. Il fallait juste avoir des notes pour passer en classe supérieure. Alors que nous, on se dit que tous les médecins ont Non, des pas du tout. mentions très bien au bac et pour eux, ça roule. Non, pas du tout. J'étais une élève très moyenne. J'ai obtenu mon bac même à l'oral, donc c'est pour dire, bon, je l'ai obtenu quand même. Après, j'ai fait à partir de la fac de médecine tous ces, comment on va dire ça, ça a été la voie royale. Ça a été la voie royale. Il fallait que j'y arrive. Et après, j'ai fait médecine parce que je pense que j'aimais ça. J'aimais cette médecine, j'aimais apprendre par cœur, j'aimais comprendre. Je suis toujours dans la recherche de pourquoi c'est comme ça, comment c'est fait comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. Et donc, je pense que médecine était pour moi quelque chose de salvateur. Et je savais que si je ne travaille pas, je n'y arriverais pas. Et si ça n'avait pas été médecin? Alors, si je n'étais pas médecin, alors je ne sais pas, peut-être pharmacien et même pas. Je ne suis même pas sûre. On est encore dans le domaine, hein, c'est-à-dire le laboratoire, la recherche. Je pense que je serais restée autour de tout ce qui est recherche fondamentale. Je pense que je ne serais pas... non, je pense que je n'y ai pas pensé. Il y a quelques termes que j'ai dû noter d'ailleurs en préparant cette émission avec toute l'équipe, et Hervé Ramzy-Bois d'ailleurs qui m'aide à préparer l'émission avait les yeux écarquillés en entendant d'ailleurs la thérapeutique de la stérilité, cytogénétique moléculaire, quelque chose de très ludique et qui quelque part fait peur, et cette idée de se dire mais tous ces domaines sont des domaines entre guillemets pour l'Occident. C'est-à-dire c'est des domaines qui sont pratiqués sur le sol d'Afrique et depuis plusieurs années, mais comment est-ce qu'on peut expliquer, docteur Myriam Kadiou-Morokro, le fait que ces spécialités sont toujours très lointaines dans l'imaginaire collectif? Peut-être qu'il ça va venir, je pense, que ça va venir. On a bon espoir que ça viendra. C'est des choses qui sont tellement simples. Vous voyez... la cytogénétique, tout ce qui est génétique, c'est pour prévenir l'apparition de maladies génétiques telles que la drépanocytose, par exemple. Et on fait une cytogénétique, on vérifie que l'embryon est sain, etc. Donc je pense que c'est des choses qui vont venir. C'est de gros termes, mais qui ne sont pas très compliqués en fait à mettre en place. Et ce qui est passionnant, c'est que même si la clinique aujourd'hui est établie et qu'elle a fait peau neuve, d'ailleurs on l'a dit, hein, avec cette inauguration qui a lieu en octobre dernier, il y a quand même cette dimension qui est importante pour vous de transmission, différents services au sein de la clinique, on va le voir, mais cette idée d'un travail collectif. C'est-à-dire vous aimez cet environnement qui est celui de découvrir en permanence d'ailleurs, des choses que vos collaborateurs peuvent faire ou emmener, un peu comme des études, on va dire éternelles, c'est-à-dire que vous êtes constamment dans la position de l'étudiante. Oui, constamment. Constamment en train de chercher, en train de trouver, en train de proposer des solutions, en train de tester est-ce que cette thérapeutique-là peut aller, puisque finalement toutes les femmes sont différentes. Oui. C'est pas toujours le même schéma. Et je trouve et je crois qu'on ne peut pas y arriver seul. Il faut emporter une équipe avec soi. Moi, j'ai une équipe avec moi qui est dans ma vision, qui partage ma passion. Et c'est grâce à elle, dans tous les cas, si on a fait tout ça, c'est grâce à elle. Et mes équipes m'accompagnent déjà depuis 10 ans. C'est une équipe, vous le dites, qui vous accompagne depuis 10 ans. C'est une équipe qui suit aussi les progrès en la matière. Oui. Une équipe que vous envoyez au bout du monde pour se perfectionner. Oui. On a parlé de l'Inde, voilà, et de tous ces endroits-là. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, notamment sur le continent, fixer un standard, on va dire, international et s'y référer. Vous l'avez fait au niveau de l'installation de la clinique, au niveau de ses dimensions, de ses caractéristiques. Mais pour vous, il s'agit également, quelque part, d'une transmission. C'est peut-être aussi découvrir de nouveaux horizons qui pourront peut-être mettre l'Afrique, qui sait, à égal avec d'autres nations qui sont en pointe dans ce secteur. On a créé avec des pays africains le groupe le Girafe, qui est un groupe interafricain de la recherche et de la fertilité en Afrique. Et on a essayé de mettre en place une labellisation pour homogénéiser les pratiques
en matière d'assistance médicale à la procréation en Afrique, en tenant compte de notre propre environnement. Et nous, on a une labellisation girafe, donc depuis 2018. Est-ce qu'on pourrait peut-être comparer et dire une sorte de certification dans d'autres domaines? Oui, exactement. Et ces équipes-là, je ne les ai pas qu'envoyées en Inde, parce que c'est un environnement différent. Oui. Ils sont partis au Ghana, ils vont voir ce qui se passe là-bas, ils vont voir en Afrique du Sud, toujours en Afrique, ils vont voir au Maroc comment ça se passe, au Mali, là j'ai une équipe qui est au Mali pour aller aider un centre malien. Et donc on veut rester dans notre environnement en utilisant les techniques de pointe et on est au top de la technologie. Et le trait commun d'ailleurs entre toutes ces personnes et toutes ces personnalités qui sont spécialisées, c'est que vous voulez y croire. Mais y croire, ce n'est pas tout le monde d'ailleurs. Au moment où vous revenez sur la Côte d'Ivoire, vous le dites, il y a quelque part aussi une réalité avec des personnes qui sont peut-être réfractaires dans le sens d'accompagner. Et là, vous trouverez quelques amis, 2 ou 3 amis qui vous font confiance parce que pour beaucoup, le pari est perdu d'avance. Oui. Les conditions climatiques, les conditions énergétiques, est-ce que ça va tenir? Ces techniques justement de fécondation in vitro nécessitant évidemment un maintien en termes d'énergie. C'était une bataille aussi sur le plan individuel pour vous? Oui, ça a été une bataille. Déjà, au départ de la clinique, ne serait-ce que d'y penser, j'étais avec une de mes amies et grandes sœurs. On était 2 femmes avec un homme et personne n'y croyait. Personne n'y croyait et on a mis tout aux normes, on a acheté nos appareils en France, etc. Ils sont venus installer, personne n'y croyait, aucun médecin, tout le monde a dit « Oh là là, elles vont se planter, elles ne vont pas y arriver ». On a eu tout, on est passé par cette phase, je pense, de non-confiance de l'environnement. Je me souviens très bien, la première fois que nous avons commencé, la première année, on n'avait que 23 couples. 23 couples. 23 couples. Même et aujourd'hui, comparativement? Aujourd'hui, nous sommes à 500 couples pris en charge. C'est énorme. C'est énorme. On a 1300 ou 1300 bébés nés depuis le début de l'aventure. Les 1300 bébés Oui. Procréa, sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Oui. Et lorsque vous parlez du pari, d'ailleurs, de revenir, ça nécessite également des moyens. Oui. Vous avez dû, à un moment, on le dit clairement, serrer la ceinture, mettre peut-être aussi vos biens, voilà, parce que les banquiers ne sont pas arrivés en vous ouvrant les bras immédiatement. Non, pas du tout. Les banquiers, on avait fait un business plan, ils nous ont donné la moitié du business plan, hein, on nous a donné 200 millions. Les 200 millions étaient happés par le matériel et puis il fallait faire les locaux, se débrouiller avec les locaux et tout ça. Et puis on a demandé de l'aide à gauche, à droite, financière, aller prendre encore des prêts personnels, des choses comme ça. Et oui, ça n'a pas été facile au départ. Ouais. Ça a été une prise de risque. Est-ce que vous avez eu, à un moment donné, l'envie de tout laisser tomber, de dire, bon, ben, finalement, ça ne va pas prendre, je m'en vais, ou bien alors, comme on vous le dit dans le cercle familial, le caractère bien trempé a eu raison de toutes les limites? Moi, je suis téméraire, donc je n'abandonne pas facilement. Mais la première année, même avec les 23 couples, j'ai eu 2 grossesses. Alors je me suis dit, c'est même pas le moment de lâcher parce que tu l'as fait. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et après, on a la deuxième année, ça s'est multiplié par 3, subitement, après par 4, etc. Et là, c'est comme ça qu'on a dit, on y croit finalement, on est capable de le faire. Je me souviens avec ma collègue, on venait à 5 heures du matin pour observer les embryons, pour voir si c'était le top embryon. On était dans un vaisseau spatial, on s'est dit non, on va y arriver, il faut pas ça demande beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Mais non, on n'a jamais eu l'intention d'abandonner, non. Non, non. Les difficultés sont des difficultés inhérentes à tout entrepreneur ou pour toute chose d'ailleurs, mais on n'a jamais eu envie d'abandonner, non. Docteur Myriam Kadio-Morocco, dans un instant, on va revenir justement sur toutes ces techniques, sur le matériel, on va revenir également aussi sur la dimension humaine, l'accueil des parents et tout... quelque part, ce côté pédagogique aussi autour de la procréation médicale assistée. Mais on va d'abord passer à la première rubrique de cette émission, c'est la rubrique de la photo.
Et notre invité, le docteur Myriam Kadiou-Morokro, a choisi cette photo qui apparaît à l'écran. On vous y découvre l'œil très souriant, avec, j'allais dire, quelque chose de très peps pour un médecin. Pourquoi avoir choisi cette photo? Bon, ben, c'était peut-être une transition entre... je suis peps d'une manière générale. Mais tout le monde me connaît comme étant peps. Et on me connaît également comme étant sérieuse quand je suis au travail. Et donc, lorsque je ne suis pas au travail, je suis trop peps. Et le trop peps, ça donne des lèvres bleues. Et ça donne un regard différent des shootings. Et c'était aussi un passage... d'une autre page de ma vie qui se tournait. J'avais envie de peut-être que maintenant je serais moins peps, plus conventionnel, on va dire ça comme ça. Mais il faut garder je n'y arrive pas. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée. Ça fait 2 ans. J'ai encore de temps en temps la bouche noire, mais bon, je me débrouille quand même pour ne pas faire trop peps quand même. Voilà. Mais quand parce je suis pas peps, que les gens du corps médical doivent être austères, le mythe de la blouse blanche et du regard vraiment sévère. Oui, c'est ce qu'on dit. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, bouche bleue ou pas bouche bleue, tout le monde reconnaît que je suis compétente. Et donc, on me dit, oh là là, la docteure, elle est cool, elle a les cheveux gris, elle a les machins, elle est vraiment... Bon. Et ça amène un sourire au moment où d'ailleurs les personnes franchissent les murs d'ailleurs et les portes de la clinique Procréa où nous nous trouvons. On va poursuivre d'ailleurs cet échange dans quelques instants. Il y aura également la séquence du face à moi. Et tout cela, c'est juste après une petite pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur Canal et Sous la Lumière en compagnie de notre invité, le docteur Myriam Kadiou-Morokro, médecin spécialiste en fertilité, mais également fondatrice de la clinique Procréa, où nous nous trouvons, ici en Abidjan. Un lieu, comme je le disais, qui tranche d'ailleurs avec le cadre médical habituel. Et ce cadre est très important parce que finalement, il y a une dimension qui est tout sauf médical pur lorsque l'on accueille des personnes qui viennent et qui sont en quête d'ailleurs de ces enfants qui sont tant attendus. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit au moment où les personnes franchissent les portes de son bureau? C'est toujours des défis. C'est toujours des défis, c'est des histoires qui se passent entre nous. On devient presque confident du couple. Et on se dit, dans ce cadre-là, il faut apaiser déjà, je pense, le couple. Et tous ces projets parentaux sont toujours avec des histoires difficiles de part et d'autre. Et donc, je pense même que pour cet environnement, j'ai pris en compte mes besoins pragmatiques. Qu'est-ce que je veux? Si j'étais dans cette dimension-là, qu'est-ce que j'aurais souhaité? Est-ce que je veux être dans des murs jaunes ou est-ce que je veux être calme? Et puis pouvoir poser mes problèmes, pouvoir être entendu. C'est un peu ça. Donc, je pense que c'est le choix de cette ambiance. Et à ce moment-là, on n'est plus simplement médecin dans la spécialité qui est la vôtre. On devient psychologue, on devient également une personne à l'écoute. On entre dans un cercle familial. Oui. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours sur le plan culturel africain d'une famille élargie, à des voisins directs, à une communauté, à un quartier. Mais là, on parle d'une intimité. Intimité et médecin. Voilà, ce sont 2 termes et 2 mots, en tout cas, qui sont très proches dans l'absolu. Mais dans le cas, justement, de l'assistance à la procréation médicale assistée, il y a aussi le secret, le silence, le tabou qui environne un petit peu tout ça. Alors moi, les couples que je reçois, la plupart du temps, je leur dis qu'il ne faut rien me cacher. Parce que si je dois les aider, je ne dois rien, ils ne doivent rien me cacher. Et donc, c'est là où je rentre vraiment dans l'intimité de ce couple. Et ils me disent toute la vérité, toutes les péripéties qu'ils ont traversées. Et à ce moment-là, la proximité entre nous commence. Mais évidemment, le statut de médecin me rattrape toujours. Et trop d'émotions, ça va peut-être fausser les choses. Mais rester quand même pragmatique et dire qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Et au sein de la clinique, il y a cette pièce que vous m'avez fait visiter d'ailleurs avant cette émission, qui est une pièce d'ailleurs que l'on voit qui est
très cosy, très apaisé. On n'est pas du tout dans le bureau froid. Il s'y passe forcément beaucoup de choses sur le plan émotionnel. On annonce des possibilités, on annonce des très bonnes nouvelles, et à contrario, on annonce aussi parfois que ces fécondations in vitro n'ont pas marché. Ou ne marcheront même pas. C'est le bureau de la psychologue. Parce que la psychologue est un maillon essentiel de notre chaîne de prise en charge. Et parce qu'elle accompagne des couples. C'est vrai que je suis médecin, je suis devenue psychologue aussi par la force des choses, mais elle est plus outillée que moi de pouvoir traiter ces questions. Et il fallait aussi une ambiance. Le tout n'est pas d'avoir échoué une fois. On peut avoir à la deuxième tentative, avoir la grossesse qui va survenir, peut-être à la troisième tentative, la grossesse qui va survenir. Quelquefois, à la quatrième tentative, c'est pour ça, des fois, je parle de chemin de croix long. Mais à la première tentative aussi, il y en a qui n'ont pas de problème. J'ai des couples qui ont des grossesses, toutes leurs grossesses, leurs 3-4 enfants, première tentative à chaque fois. Et cette psychologue, on avait besoin de calmer aussi les patientes, qu'elles soient dans un environnement apaisé, zen, et qu'elles puissent repartir si elles en ont envie, ou arrêter si elles en ont également envie. Mais ce poids psychologique, justement, Dr Myriam Kadiou-Morokro, on l'emporte à un moment donné avec soi. Enfin, on ne le laisse pas totalement au bureau. On l'emporte avec soi lorsque l'on rentre d'ailleurs et qu'on voit le visage de ses enfants et des siens. Évidemment, c'est une incroyable bouffée d'air, mais il y a quelque chose aussi de très dense sur le plan humain. Comment est-ce que l'on fait pour, j'allais dire, regonfler, reprendre ses batteries, recharger ses batteries? Alors moi, j'ai mes enfants qui me demandent alors comment ta journée s'est passée, alors tu as aidé combien de parents aujourd'hui? Alors là, donc du coup, ils comprennent pas, mais je me défoule, je dis ce que je pense à leur niveau. J'ai des amis aussi qui sont mes exutoires parce que je suis obligée de décharger surtout quand j'ai des trop pleins d'émotions, je suis obligée de décharger. Sinon, je ne pourrais pas continuer d'aider et faire ce que je fais tous les jours et tous les jours. Donc, j'ai des amis à qui, tiens, quand vous êtes dans cette situation-là, comment vous faites? Alors, il y en a qui me consolent un peu parce qu'il m'arrive d'arriver à la maison découragée, en pleurs, mais comment je vais faire avec ce couple-là et tout ça? Et des fois, je reçois des messages tard la nuit. Ah, mais docteur, on ne sait pas, ça n'a pas encore marché, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, il faut relarguer en tout cas, et puis il faut faire déposer ce fardeau vers quelqu'un d'autre. Vous parlez d'ailleurs de ces enfants, vos plus jeunes enfants d'ailleurs sont des jumeaux, ils ont 8 ans maintenant. Cette idée d'avoir une maman qui aide les autres mamans à avoir des bébés, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose, même pour les grands, qui est très étonnant. Oui. Ils doivent vous truffer de questions, enfin, vous demander comment ça se passe, tout le process sur le plan, j'allais dire, biologique et autres. Vous sentez en eux une curiosité peut-être qui serait ou qui les mènerait peut-être à aller vers une profession médicale? Oui. Oui. Alors, j'ai eu la première question, je trouvais ça drôle d'ailleurs, mais comment on fait? Alors? Donc, ce jour-là, j'étais un peu fatiguée, donc je prends la tablette et puis je tape sur YouTube et tout ça, et puis, ah, mais c'est comme ça que ça se passe, oui, c'est comme ça. Et après, mais comment tu nous as fait alors? Mais c'est pareil, on a mis le bébé dans le ventre, et puis, donc en fait, on a ah, mais c'est bien, maman, quand même, tu es brave, enfin pas brave, ils m'ont dit, tu es la super-héros, tu réussis à faire des enfants à des femmes, oh là là, vraiment, c'est bravo. Nous ma fille, la jumelle, moi, je vais faire médecine aussi. J'ai dit, ah bon, tu vas faire médecine? Oui, je vais faire comme toi. Avalie. Oui, Avalie. Avalie me dit, oui, je vais faire comme toi. Je dis, tu es sûre? Oui, parce que je pense que c'est trop bien ce que tu fais. Et puis, ça permet à d'autres parents aussi d'être heureux. Alors, contrairement justement à Avalie et à Maëlle Alexandre, il y a les plus vieux, d'ailleurs, qui ont parfois ces pesanteurs culturelles. On a parlé aussi de médecine, on a parlé justement de cette fameuse PMA et dans tous les débats qui ont suivi en Europe, pour lesquels il y a une intervention dans un cycle naturel, pour ne pas dire divin. Vous avez aussi des familles et des couples qui viennent vous voir, où leur environnement direct, d'ailleurs, dit un halte là, stop. Il vous est arrivé d'ailleurs d'aller et de faire, comme peut-être vers vos enfants,
une explication schématique, quelque chose, parce qu'on va face à des fois des personnes qui sont ancrées, arc-boutées. Oui, on fait beaucoup de schémas. Oui. Il faut expliquer aussi, parce qu'il y en a qui pensent que c'est quand même assez facile. Et on revient après sur le taux de réussite, qui n'est pas de 100%. Donc, on est quand même obligé d'expliquer. Et surtout, nous, c'est nouveau. Il n'y a que 10 ans, mais encore que beaucoup de gens ne sont même pas encore informés que nous existons. Mais c'est tout nouveau. On est obligé d'expliquer, réexpliquer, tout ça. Ça ne s'accroche pas aussi facilement, ça ne se conçoit pas aussi facilement. Moi, je suis dans la science fondamentale, donc je sais à peu près que, bon, ici, le facteur stress peut jouer, telle chose peut jouer, etc. Donc, ne serait-ce qu'une pathologie utérine peut jouer. Et donc, on explique, on fait beaucoup d'examens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de stops. Donc, la psychologue va intervenir, la biologiste va intervenir, le gynécologue va intervenir, les sages-femmes vont intervenir, le pédiatre intervient également dans toute cette prise en charge du couple et en quête d'un projet parental. Vous avez parlé justement de tous ces bébés, 1300 bébés, je crois, Procréa jusqu'à aujourd'hui, du moins à ce jour. Le taux de réussite, pour le dire comme ça, c'est pas le baccalauréat, je pense que c'est le terme qui est utilisé. Le taux de réussite serait de combien? Alors nous, on est autour de 45-50% de taux de réussite, une femme sur deux. Et à une échelle, j'allais dire mondiale, on sera à combien comparativement à d'autres pays? Autour de 45 aussi, pareil. C'est-à-dire que vous vous situez dans une moyenne, on va dire mondiale? Oui. Oui. Alors nous, on n'a pas peur on n'a même pas peur on assume complètement parce que on fait tout pour. On fait tout pour. On n'économise pas sur les appareils, on n'économise pas sur la formation du personnel, on n'économise sur rien parce que la FIV ne souffre pas de médiocrité. Et lorsqu'on est médiocre, on n'a pas de résultat. Et nous, on est évalué sur notre capacité à faire réaliser des projets parentaux. Ce n'est pas que la dame doit tomber enceinte, elle doit tomber enceinte et partir avec son bébé à la maison. Parce qu'au sein de la clinique, il faut le rappeler, il y a tous les services d'ailleurs qui sont dans cette chaîne d'ailleurs du bonheur, en parlant de la néonatologie, en CASO, en parlant du service de la maternité. C'est en fait, au-delà d'une clinique, un endroit qui offre un service hospitalier. C'est un hôpital, on peut le dire comme ça, docteur Myriam Kane-Morocco. Oui, exactement. Nous, on est resté sur... parce que moi, je suis spécialiste en assistance médicale à la procréation, mais le gynécologue nous aide. On a besoin du gynécologue. On a besoin du pédiatre également, parce qu'une fois que ces femmes sont enceintes, qu'elles accouchent, le pédiatre les prend en charge. Quand c'est des prématurés, le pédiatre les prend en charge. Donc, c'est une chaîne. On tourne autour de ça, du bien-être, en fait, de la patiente qui est dans ce désir de maternité. Et on va parler tout à l'heure de la dimension aussi entrepreneuriale qui est la vôtre, parce que c'est une clinique, mais c'est également une entreprise. Mais avant cela, je vais vous laisser seul face à vous-même. C'est la rubrique du Face à moi. Bonjour Tanti Mimi. Bonjour. Alors, pourquoi tu as voulu créer ta clinique? Et alors que tu aurais pu très bien travailler dans une autre clinique, quoi. Comment cette idée t'est venue? J'ai créé la clinique parce que je voulais me prouver à moi-même on peut faire quelque chose de différent, on peut faire la santé différemment. Et en prenant en compte mes propres besoins de la santé, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple que ce soit la mienne plutôt que ce soit la clinique de quelqu'un d'autre où il fallait aménager, vous voyez, les murs blancs, les tableaux, la famille, etc. Bon, ça, c'est un peu mon côté fun, mais je voulais quelque chose de différent. Et dans une autre clinique, ça allait être différent parce que c'était ma vision, je voulais mettre en place une vision. Alors, Tanti Mimi, tu n'as pas eu peur? Tu n'as pas eu peur de ce projet que tu étais en train de mettre en place? Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur parce que j'ai un caractère téméraire, fougueux. J'ai pas eu peur. Peut-être ça viendra, mais là, pour l'instant, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur de me lancer dans un tel projet. Peut-être je me rends compte maintenant qu'il est costaud. Mais
À chaque chose suffit sa peine. Donc pour l'instant, je suis encore en train d'asseoir, de terminer quelque chose. Le nouveau cycle va se remettre en place. Bon, ben, Tanti Mimi, je te souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur, beaucoup de bébés encore. Merci. Continue dans ta voie, dans ton rêve. Et je te laisse avec Robert. Docteur Myriam Kadio-Morokro, seule face à elle-même, dans le face à moi, séquence d'ailleurs un peu introspective, avec cette question de la peur et des défis. Vous devez être forcément une femme de défi quand on met en place un projet pareil, parce que ce qu'il faut dire quelque part, au vu des dimensions de la clinique Procréa, c'est que ça a nécessité énormément de moyens. Oui, oui, beaucoup de moyens. Oui, beaucoup de moyens. Bon, c'est pas que les moyens, c'est vrai, les moyens financiers, mais aussi humains, matériels, et aussi, comme je le disais tantôt, beaucoup de sacrifices. Voilà, beaucoup de sacrifices. On a parlé de moyens financiers, les banques ferment la porte. Il y a effectivement aussi beaucoup d'organismes ou différentes structures qui peuvent aujourd'hui venir en aide à ce type de projet. Est-ce que vous avez été comme beaucoup avec le projet en bandoulière quelque part sur la planète pour dire, ben voilà, ce projet j'y crois, accompagnez-moi? Alors, la première clinique qu'on a montée, c'était un terrain vierge, il n'y avait rien, donc c'était beaucoup plus difficile. Mais même 10 ans après, j'avais toujours l'impression que j'avais fait du surplace, c'était toujours un terrain vierge. Et j'ai rencontré par hasard un fonds d'investissement au téléphone, à qui je devais expliquer, ce fonds d'investissement, je devais expliquer le projet en 10 minutes et que ça devait leur parler en 10 minutes. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait, 10 minutes chrono, ça leur a plu. Ils m'ont dit, tu viens à Paris, tu refais le même scénario, cette fois-ci devant notre président, et on verra si on t'accompagne ou pas. Donc, je prends mon avion, je vais à Paris, je suis en jean, sans présentation, sans rien. J'ai parlé avec mon cœur, j'ai parlé de mon projet avec beaucoup de passion. Dès que j'ai fini, ils m'ont dit, OK, on t'accompagne. Dès qu'on arrive à Abidjan, tu contactes telle personne et on met en place l'accompagnement. D'autant plus que c'est un secteur inédit quand même. Complètement inédit. Et complètement inédit. Et ils m'ont demandé, je me souviens très bien, ils me disent, tu es spécialiste? Oui, je suis spécialiste. On ne peut être que spécialiste pour monter une clinique de fertilité, sinon il faut comprendre les enjeux de la prise en charge du couple, les enjeux au niveau de laboratoire et tout ça. Donc oui, je suis spécialiste et tout ça. Donc ils ont vérifié tout ça, et les diplômes et tout, et puis ils m'ont dit on y va. Et lorsqu'ils ont fini de faire le montage, ils m'ont aidé à faire le montage financier. Ils m'ont accompagné à restructurer la clinique, à avoir une vraie vision. Et ensuite, on est allé chercher maintenant dans les banques locales l'appoint en financement. Et là, ça s'est fait assez rapidement. Et c'est un investissement qui est toujours en mouvement, il faut le rappeler, parce que la technologie évolue, oui. Les produits, les laboratoires, en tout cas, et tout ce qui s'ensuit. Oui. Les fonds d'investissement, comme les banquiers, s'intéressent toujours à la rentabilité. Oui. Des couples qui nous regardent et qui vont se dire, tiens, mais pour nous, ces fécondations in vitro, enfin cette assistance à la procréation médicale, va forcément coûter un bras, pour le dire comme ça en jargon. Les ordres de prix sont les mêmes qu'en Europe, par exemple. On entend parler de 2 millions de francs CFA, de 3 millions de francs CFA ou peut-être plus. Oui, je pense qu'on est en Europe ou en Afrique, c'est à peu près cet ordre de prix-là. Aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup plus cher parce qu'ils ont une trousse plus vaste de propositions ils sont déjà dans le diagnostic du sexe, je veux une fille ou je veux un garçon, ou je veux les yeux bleus, etc. Donc on est vraiment dans cette large gamme. Mais nous, aujourd'hui, le couple, il veut avoir un bébé, fille ou garçon, les jumeaux, c'est parfait. Et mais ça coûte un bras. Mais pour pouvoir mettre les couples en confiance et pour que le couple puisse partir avec son bébé à la maison, ça nécessite également beaucoup de moyens. Et c'est beaucoup d'efforts, parce qu'évidemment, hormis les 9 mois de la gestation, il y a
tout le processus en T, d'ailleurs. C'est le processus en T qui est le plus difficile. Ça demande beaucoup de temps, d'investissement. Comme je disais, moi, mes techniciens aujourd'hui, ou même moi, on continue de venir à 6 heures du matin, observer les embryons, choisir l'embryon qu'il faut. On est interpellé parce qu'on a des alarmes sur nos portables. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Ikitio Pougon, et on arrive ici, vraiment, on fait tout ce qu'il faut pour que l'embryon ait un développement optimal et qu'on ait la grossesse. Et vous avez parlé des collaborateurs. Vous êtes passé d'ailleurs au moment de l'avènement, en octobre dernier, de la nouvelle clinique, de son inauguration, à une cinquantaine de collaborateurs. Là, vous êtes à peu près à 90 collaborateurs, dont une muée en chef d'entreprise, avec les chiffres, avec toute une administration d'ailleurs, comme une fourmilière au moment où on a pu visiter les locaux en préparant cette émission. Cette dimension d'ailleurs entrepreneuriale, pour la femme médecin que vous êtes, elle arrive comme ça. Il a fallu vous outiller et on nous dit que vous êtes retourné à l'école pour apprendre cet aspect chiffre. Oui, parce qu'à la fac de médecine, on apprend à être opérationnel, on apprend à soigner. Quand j'ai fait ma spécialité postdoctorale, on apprenait à régler un problème d'ordre médical. Et pour créer, heureusement, moi, j'ai été entourée, toute ma famille, et ce sont des hommes de chiffres, des femmes de chiffres. Moi, je ne savais même pas lire un bilan. Je le lisais même à l'envers, je ne comprenais rien. Et vu les enjeux du moment par rapport au prêt et par rapport au fonds, il m'a été suggéré de repartir faire une formation rapide sur 1 an pour me mettre à niveau, comprendre un bilan, comprendre la rentabilité, comprendre ce que je fais déjà, ne pas aller dans tous les sens, me restructurer sur ce que je sais faire le mieux, donc l'assistance médicale à la procréation, et je ne m'éparpille pas. Donc tout ça m'a appris à rester focus sur ce que nous savons faire. Donc j'ai fait quelques cours, j'ai eu un certificat en management d'une unité stratégique, et donc j'ai fait la finance, les RH, la communication, et puis tout ce qui est logistique. Une femme 2.0, on le dit toujours, et on vous a vu intervenir lors de ces sessions, en tout cas à propos du leadership féminin. Un leadership, vous parlez de ressources humaines que vous partagez d'ailleurs avec votre sœur, Aïcha Maud, qui elle aussi d'ailleurs prend la parole via ses réseaux sociaux, qui donne d'ailleurs ses conseils. Pour vous, cet aspect aussi est important. À un moment donné, on parle souvent de cette autonomie et cette autonomisation des femmes dans beaucoup d'autres domaines. Mais pour vous, ces spécialités qui parfois pouvaient être perçues comme très machistes aujourd'hui, vous les développez et vous les portez, vous les incarnez aussi finalement. Oui. J'essaie, autant que faire se peut, d'avoir dans mes équipes la parité parfaite, sinon un peu plus, parce que je pense que les femmes sont capables. Les femmes sont capables de le faire. Elles ont des freins qu'il faut lever assez rapidement. Moi, je n'ai pas eu peur, je ne me suis pas mis de frein parce que j'étais une femme. Et pourtant, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, un peu éparpillés, mais je n'ai pas eu peur. Il ne faut pas se mettre de frein lorsqu'on veut entreprendre de grandes choses. Docteur Myriam Kadio-Morokro, vous avez parlé il y a un instant de ces enfants éparpillés. J'ai évoqué tout à l'heure les plus jeunes, les jumeaux Maël Alexandre et Avali. Le grand Mathieu est du côté donc des États-Unis d'Amérique. Et puis il y a votre fille, Lia, véritable source d'inspiration. Lia qui a été aussi un combat sur le plan personnel, parce que vivant avec la drépanocytose, une énergie finalement et un combat dont vous avez fait une force, puisque aujourd'hui cette fondation, d'ailleurs Lia pour la vie, existe. Parlez-nous un petit peu d'ailleurs de cet autre combat qui met d'ailleurs en avant et la femme médecin, mais et la femme tout court. Oui, alors Mathieu aux États-Unis, il fait des études de biologie. Et Lia Marie, c'est ma source d'inspiration, comme on va le dire, parce qu'elle est atteinte de drépanocytose, et la drépanocytose, ce n'est pas une maladie facile tous les jours. Mais c'est pas une maladie, c'est une maladie difficile. Il faut vivre avec. Et ça a été mon exutoire de pouvoir faire cette fondation, parce que ça me permettait aussi de pouvoir aider les autres gratuitement. Parce que, en tant que mère,
j'avais Lia Marie a un taux d'absentéisme à l'école d'environ 50%. Et je pense que moi, j'avais les moyens de l'aider. Et même ça, je trouve que c'est très, très, très difficile. Parce qu'à chaque crise, elle remet sa vie en jeu, comme à la roulette russe. Oui. Et je me disais, mais les autres mamans, les autres parents, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils doivent vivre? Qu'est-ce qu'ils doivent vivre? Moi, j'en ai qu'une seule, il y en a qui en ont 2 ou 3. Et je trouve que c'est déjà très, très difficile. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette fondation pour sensibiliser les populations, sensibiliser les parents aussi à ne pas se marier peut-être ensemble, ou trouver des solutions. On peut vivre avec la drépanocytose, mais il faut des moyens colossaux. Et sensibiliser également le pouvoir public. Oui, et vous le faites à travers des actions, d'ailleurs, parce qu'on le sait, la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, c'est le 16 juin. Le 19 Le 19 juin, pardon. Vous allez jusqu'à l'intérieur du pays. On a vu ces campagnes, d'ailleurs, dans les écoles, au niveau de la Falicro. Oui. Un fief cher, d'ailleurs, Oui. à votre famille. Le rôle des ambassadeurs, Gilles Touré, créateur, Wilfried Bonny, on a vu également passer Singila, pour toujours apporter cette énergie, parce que finalement... au-delà des soins, il y a aussi la prise de parole qui est importante. La prise de parole, justement, est très importante pour une maladie comme la drépanocytose, parce que c'est une maladie qui est connue. Qui est invalidante, on le dit parfois. Méconnue ici, ou connue, je ne sais même pas sur quel plan le mettre. Invalidante, oui. On ne part pas à l'école souvent, on a des infections à non plus finir, on peut avoir un AVC à 5 ans, etc. Donc la prise de parole des gens connus était pour nous important, que ça puisse remonter, en tout cas au niveau de la santé publique, et une prise en charge. Ça coûte très cher, la prise en charge de la drépanocytose ici en Côte d'Ivoire, même si l'État fait énormément de choses pour ses enfants. Ça reste quand même très cher. Et on précise d'ailleurs à ceux qui nous regardent via cette adresse qui s'affiche en bas de l'écran, la fondation lia.org, qui a plusieurs actualités, mais il y a aussi, surtout, des explications et vous donnez des outils d'ailleurs aux parents pour pouvoir savoir à qui s'adresser, ce qui, ma foi, est très important. J'en profite également pour faire un clin d'œil à nos amis, d'ailleurs, le docteur Roger Mouimogo et Joël Ededegindong pour l'émission Santé sur Canal, et je suis persuadé que vous la suivez de temps en temps. On va maintenant passer à l'ultime rubrique de cette émission, c'est le questionnaire de Sous la Lumière. Le docteur Myriam Kadio-Morokro est sous la lumière et elle va regarder la caméra juste en face d'elle, fixement. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Si vous étiez une couleur? Alors, en vert. Si vous étiez un animal? Un animal, une panthère. Si vous étiez un objet? Une statue. Si vous étiez un plat? Garba. Si vous étiez un pays? La Côte d'Ivoire. Si vous étiez une ville? Abidjan. Si vous étiez un livre? Jusqu'au bout du rêve. Si vous étiez un film? Un film... Alors, je ne sais pas. On pourrait y revenir. Si vous étiez une qualité? Rigoureuse. Si vous étiez un défaut? Peut-être trop rigoureuse. Si vous étiez une citation? Alors, la citation que j'aime beaucoup, c'est « Vivre son présent pleinement et se débarrasser de tout ce qui est passé ». Et pour revenir sur le film, si vous étiez un film, ce serait lequel? Alors, Pretty Woman. Pretty Woman, avec Julia Roberts et Richard Gere, évidemment, inoubliable. Et lorsqu'on vous a demandé quel est le morceau, quelle est la chanson qui vous inspirait quelque chose, on a cet air qui se glisse en tapis sonore, qui nous ramène d'ailleurs au XVIIIe siècle, dans l'univers d'un compositeur allemand, Jean-Sébastien Bach, « Ô Jésus, que ma joie demeure ». Pourquoi ce choix? Jésus, que ma joie demeure, parce qu'aujourd'hui, je suis pleinement heureuse de ce que j'ai accompli, de ce que je suis devenue.
de ce que j'ai fait pour mes enfants. Et cette chanson, depuis 10 ans, m'accompagne maintenant, même plus que ça. Et aujourd'hui, je ressens vraiment ces vibrations, ces vibratos. Et je comprends maintenant ce que ça veut dire. Et également une forte dimension spirituelle. Oui. Finalement, foi, éthique, médecine, Ouais. fécondation in vitro peuvent cohabiter dans une même personne. Oui, ils peuvent cohabiter parce que il ne faut pas. Je pense que tout ce qu'on fait, surtout dans la fécondation in vitro, on dit qu'on fait un geste, mais tout vient de Dieu. Parce que finalement, nous, on fait un geste, la femme tombe enceinte, mais peut-être que c'est la main de Dieu, finalement. Le divin. Ouais. Donc, oui, il faut mettre le divin. On ne sait même pas des fois qu'est-ce qu'on fait et ça marche. Et des fois, on se dit, oh, ça va marcher, ça ne marche pas. Donc, je pense que vraiment, Dieu doit être à la base de tout. Et Jésus, que ma joie demeure, quand je l'écoute, je pense que ma journée est déjà gagnée. Je l'écoute tous les jours. En tout cas, nous avons été ravis de vous recevoir sous la lumière, Dr Myriam Kadio-Morokro, au sein de cette clinique Procréa. Vous nous avez accueillis. Que vous souhaitez, sinon, beaucoup de bébés? Oui, merci beaucoup. Ben, je pense qu'on va bientôt, en 2023, on aura le 2000e bébé. Eh bien, ce sera en tout cas une très très belle fête. Je pense que ça va être, on est bien parti pour. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Sous la Lumière. Et c'est déjà la fin de ce numéro de Sous la Lumière, pour lequel je remercie toutes nos équipes techniques et éditoriales. Je remercie également les plasticiens, d'ailleurs, qui ont paré d'ailleurs ce plateau. Abdul-Karim Kamara, avec ses statuettes évoquant la fécondité. On n'oublie pas de saluer également Patrick Yapo, du Centre technique des arts de Bingerville, pour ses témoins du temps. Mais qu'est-ce que le temps lorsque l'on aime Sous la Lumière? Eh bien, pas grand-chose, puisqu'on peut partir vers l'appli Canal Play pour revoir cette émission, ou du moins MyCanal. N'oubliez pas l'adresse des réseaux sociaux pour vos clins d'œil et vos coucous. Quant à moi, j'aurai l'occasion de vous retrouver en pleine forme la semaine prochaine avec un ou une autre invitée. Ce sera forcément Sous la Lumière. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.